Donc bonjour à tous, merci pour l'introduction et cette invitation. Donc moi je vais vous parler du bilan environnemental. Donc là la thématique c'était la neutralité carbone. Je vais aussi vous parler d'autres indicateurs environnementaux pour répondre à la question de est-ce que le véhicule électrique est écologique. Alors avant, je vais vous présenter un petit peu sur dans l'endroit où je travaille. En fait, c'est un département qui s'occupe justement que d'analyse de cycle de vie sur plein de thématiques, dont la mobilité, pour justement répondre à tout plein de questions. Enfin, il n'y a pas que la mobilité qui doit être écologique, il y a aussi tout plein d'autres thématiques sur lesquelles on cherche des réponses. Les travaux sur la mobilité électrique en fait sont larges parce que souvent c'est à titre de comparaison avec d'autres moyens de transport, d'autres technologies. Donc on a des problématiques sur des agrocarburants, sur des mobilités de véhicules particuliers, des véhicules de transport de personnes ou de marchandises. Et puis derrière, comme la mobilité électrique fait appel au système électrique, il y a des analyses qui sont à faire également sur le système électrique en lui-même, mais également sur les batteries et tous les équipements qui sont modifiés par rapport à un véhicule thermique traditionnel, toute la chaîne de powertrain par exemple. Pour faire l'année cycle de vie, donc c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment où tout le monde en parle en disant voilà, on va faire des bilans environnementaux, est-ce que vous avez bien pris en compte l'ACV qui permet de faire le bilan complet du véhicule. Il faut savoir que c'est pas nouveau, hein, la première ACV date des années presque 70 par Coca-Cola, donc c'est quelque chose qui devient un peu à la mode aujourd'hui, qui devient répandu via la formation des personnes, mais c'est quelque chose qui est déjà bien ancré depuis plusieurs années. Quelques rappels sur l'ACV, en fait, tout n'est pas comparable en ACV, c'est-à-dire que vous pouvez trouver une étude ACV dans une publication, dans un rapport ou dans la presse, le résultat n'est pas obligatoirement, et même plutôt dans 95% des cas, comparable à un autre résultat dans une autre publication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ACV est défini avec un champ d'étude et des objectifs, cette étude-là, le résultat de l'ACV n'est bon que pour celle-là. Toute autre étude ne peut pas être comparée avec celle que vous faites actuellement. Après, il y a une grosse phase de collecte des données, une grosse phase qui prend du temps, c'est la collecte des données d'inventaire qui permet justement d'être exhaustif à la fois sur toutes les étapes du cycle de vie et en même temps de récupérer tout un tas de données, donc CO2 ou méthane ou également pour les consommations d'eau ou des choses comme ça. Enfin, vous évaluez les impacts, c'est justement là où ça devient difficile de comparer des résultats ACV entre eux, c'est qu'il existe des dizaines et des dizaines de méthodes pour évaluer les impacts environnementaux. Et vous interprétez. L'ACV, il faut savoir que c'est une démarche, en fait, ce n'est pas un résultat en tant que tel, c'est plutôt une démarche qui vous permet de faire de l'éco-conception en général, à la fois sur le produit ou le service, qui du coup c'est une démarche qui est itérative. Et tout ceci est régi par les normes ISO 14040 et 44 qui vous permettent du coup de respecter, et c'est comme une sorte de guide en fait qui permet à tout ACViste de pratiquer son analyse dans le respect de cette norme. Alors, je vous ai parlé d'unité fonctionnelle tout à l'heure. Justement, pour présenter les résultats, il faut savoir que faire l'ACV du véhicule, en tant que tel, c'est intéressant, mais ce n'est pas le but. C'est à quoi sert ce véhicule? Est-ce qu'il parcourt des kilomètres? Est-ce qu'il va transporter des personnes? C'est-à-dire combien de personnes transportent ce véhicule? Toute cette fonction du véhicule vous permet de diviser les impacts en fait, et d'amortir l'impact du véhicule en lui-même. Si l'objectif est de transporter 3 personnes dans votre véhicule parce que vous faites du covoiturage ou de l'autopartage, c'est pas la même chose que de transporter 60 personnes dans un transport en commun. Donc les résultats sont toujours à comparer par rapport à quoi sert ce véhicule. Et vous avez la même problématique pour les batteries où l'objectif c'est principalement de fournir finalement une énergie. On fournit du kilowattheure. Quand je disais que c'était une approche complète et multi-étapes, c'est tout simplement parce qu'on prend en compte toutes les étapes du cycle de vie du véhicule. C'est-à-dire à la fois l'extraction des matières premières, la fabrication, tous les transports intermédiaires, la distribution du véhicule, son utilisation, mais également sa fin de vie. Et à ça, on ajoute du coup tous les inventaires à chacune des étapes, donc toutes les émissions qu'on peut faire dans l'eau, dans le sol ou dans l'air, toutes les ressources physiques que l'on consomme issues pour pouvoir vérifier le véhicule, ainsi que toutes les énergies. Donc on fait ça pour chacune des étapes et des sous-étapes qui composent le cycle de vie du véhicule. C'est également une approche multicritère, c'est ce que je disais. On entend beaucoup parler du changement climatique qui s'exprime en CO2 équivalent, mais il existe tout un tas d'autres indicateurs comme l'eutrophisation, l'acidification, la destruction de la couche d'ozone, qui sont aussi à regarder, parce que si vous améliorez le bilan d'un point de vue GES, est-ce que vous ne dégradez pas finalement d'autres problématiques environnementaux?
Et surtout, est-ce que vous ne les délocalisez pas vers d'autres pays ou continents vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement. Donc l'analyse de cycle de vie permet d'avoir une démarche exhaustive et complète en disant, voilà, est-ce que j'ai vraiment amélioré le bilan d'un point de vue environnemental sur toutes les étapes et sur tous les indicateurs. Ça j'en ai déjà parlé, je passe. Alors la méthode ACV appliquée à la mobilité, c'est quoi? Donc dans le cycle de vie, il y a bien entendu la construction du véhicule, la partie énergétique, c'est-à-dire qu'il faut bien recharger votre véhicule, un peu de maintenance, mais c'est très léger par rapport à du thermique. La fin de vie, puis après vous avez votre véhicule, il faut bien qu'il roule quelque part. Donc là j'ai illustré ça par la route, la maintenance de la route et la fin de vie de la route. C'est pas, peut-être pour les GES ça vous paraît peut-être anodin, pour d'autres indicateurs c'est pas le cas. Donc tout ça est pris en compte. Comment on fait? Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on y va par briques élémentaires, c'est-à-dire qu'on a d'abord notre véhicule, qu'on décompose en sous-parties, on a la partie structure, ensuite on a la partie structure, on a les portes, on a la partie powertrain, on a le moteur, on a tous les équipements du véhicule au complet. Donc on y va par briques élémentaires. Et par exemple, sur un modèle de véhicule électrique, vous avez chaque brique, chaque sous-brique qui doit être composée, et ainsi de suite. Alors pour vous montrer un petit peu, là c'est l'illustration du véhicule électrique. Si on fait un focus juste sur le système batterie, vous voyez déjà vous avez encore une décomposition encore plus grande et ainsi de suite. Sachant que sur les briques que vous voyez tout en bas à gauche, elles peuvent représenter un graphe aussi grand que je vous ai présenté juste avant, juste pour la partie fabrication et extraction. Il y a plusieurs étapes partout, quoi. Ensuite, il faut faire attention à la collecte des données, parce que ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, en fait, c'est des échanges où les gens ne sont pas vraiment d'accord sur quel est le bilan finalement de la batterie ou du véhicule. Il faut savoir qu'en fait, les auteurs se sollicitent entre eux depuis maintenant 20 ans. Donc les premières études datent de 99, les données n'ont pas forcément été mises à jour, et du coup, vous voyez que finalement, les auteurs s'autocitent, ils citent également les auteurs qui les intéressent le plus pour les messages qu'ils veulent faire passer, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre le véhicule électrique va citer tel ou tel auteur, et puis d'autres qui sont plus pour, ils vont aussi avantager leur discours sur ça. Alors il faut faire attention, du coup, comme ce sont des données qui datent de 1999 à 2000, vous imaginez l'évolution de la technologie des batteries, des chimies, de la densité énergétique des batteries, et surtout des procédés de fabrication, d'extraction, enfin, tout a changé, quoi. Donc là, je vais passer aux résultats. En fait, c'était juste pour vous expliquer un peu la méthodologie, pour dire sur quoi on s'appuie, et puis surtout, je ne veux pas vous raconter des cracks, quoi. Donc du coup, voilà, je vous présente ça. Donc d'abord sur le changement climatique. Alors il y a plusieurs études qui sont sorties. Je vous ai mis des études de la Fondation Nicolas Hulot, de bases de données ACV qui sont internationales, qui permettent qui sont reconnues et surtout utilisées d'un point de vue mondial. Des études plutôt franco-françaises et une étude interne. Au-delà de s'attarder sur le chiffre en lui-même, ce qui est important, c'est que vous avez déjà une grande variabilité. Cette variabilité, elle s'explique tout simplement sur des hypothèses que l'on a prises. Le kilométrage, la durée de vie du véhicule, est-ce qu'on remplace la batterie, la chimie de la batterie, le lieu de fabrication, le mix utilisé, ça dépend des années, et surtout le segment du véhicule. La plupart du temps, on résume la mobilité électrique à un véhicule électrique, mais c'est comme la gamme thermique, il y a des citadines, il y a des berlines, il y a des SUV. Donc un peu moins, mais enfin, si les grosses, sans parler de marques, qui sont équivalents, on va dire. Et tout ça fait la variabilité. Au-delà du chiffre où personne n'est vraiment d'accord, parce que finalement tout le monde analyse un modèle quelconque ou un vrai modèle, c'est plutôt l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Si on regarde la répartition du véhicule dans son ensemble, donc là je présente le bilan GES, donc gaz à effet de serre. En gros, sur un véhicule qui fait aux environs de 65 grammes, vous avez la répartition du coup entre la partie structure, la partie système batterie, la partie powertrain, utilisation du véhicule, donc c'est plutôt la recharge, hein, et sa partie fin de vie. Donc vous avez grosso modo cette répartition qui est équivalente pour l'ensemble des véhicules. Ce qui va changer en fait dans le véhicule électrique principalement dans sa répartition, c'est où on utilise ce véhicule, parce que c'est où on recharge ce véhicule. C'est-à-dire que là, je vous ai mis le mix français pour recharger. Si vous l'utilisez en Allemagne ou en Angleterre ou en Italie, la répartition est différente et le bilan est différent. Et c'est d'ailleurs ce que je présente ici comparé à des véhicules thermiques. Donc le graphique se lit le véhicule électrique est mis à 100% et toutes les autres véhicules. Le graphique du véhicule électrique français est mis à 100% et tous les autres véhicules sont établis par rapport à celui-là en relatif. Donc vous voyez qu'on a vraiment un gain sur
tous les pays européens et même chinois de la mobilité électrique par rapport à des véhicules thermiques. Donc le premier en bleu foncé dans les thermiques, pardon, je ne vais pas me retourner, c'est le diesel. Ensuite, vous avez les véhicules GPL, le GNV et l'essence. Donc on voit que de toute façon, le gain est important même sur des véhicules utilisés en Chine. Donc il y a tout intérêt à aller vers la mobilité électrique pour sur le bilan GES. Je vais vous parler maintenant du bilan sur les particules fines. C'est quelque chose qui est beaucoup regardé aussi, notamment pour les zones à faible émission en France, mais également d'un point de vue global. C'est un indicateur hyper important pour des aspects sanitaires. On a en France, du coup, sur la partie comment dire, véhicule, on a à peu près la même répartition que le bilan GES, à quelques pourcentages près, peu importe. Ce qui est important, c'est du coup comparer ça à du thermique, c'est-à-dire où on n'est pas, c'est pas un véhicule à zéro émission. Quand même quelques émissions qui sont faites parce que du coup on tient compte de la fabrication, du lieu de l'assemblage du véhicule, du lieu de la fabrication, et il y a un petit peu aussi d'émissions de particules comment dire, lors de l'utilisation du véhicule, cette fois-ci pas sur la recharge, mais c'est pas lié à l'échappement, il n'y en a pas. C'est plutôt lié à des problématiques d'usure de pneus et de chaussées. Tout à l'heure je vous avais dit que j'avais pris en compte la route pour faire avancer mon véhicule. C'est justement une étude qui a été sortie récemment par l'ADEME là, que je vous montre. C'est sur une comparaison entre un véhicule, on va dire essence thermique traditionnel, avec un véhicule électrique qui vous propose la répartition des émissions de particules fines PM10, PM2.5 sur différentes thématiques, donc échappement, frein, pneus, chaussée et remise en suspension, du coup, sur la partie entre un véhicule thermique et plusieurs véhicules électriques. C'est juste la capacité de la batterie qui a changé, donc la masse du véhicule qui change. Et on voit du coup cet effet de masse sur la remise en suspension. Plus la masse est importante du véhicule, plus les pneus sont larges, plus les particules qui étaient déjà sur les chaussées vont être remises en suspension en fait. Donc ce ne sont pas des émissions directes, on est plutôt sur des émissions indirectes. On voit par contre qu'il y a beaucoup moins de particules qui sont émises au niveau du freinage. Il n'y en a plus à l'échappement forcément. Au niveau du freinage, tout simplement, il y a du freinage régénératif qui est hyper important sur les véhicules électriques. Il n'y a vraiment plus trop besoin de freiner finalement. Je l'ai testé tout à l'heure. Et surtout les émissions comment dire, à l'échappement qui peuvent paraître très anodines finalement parce qu'elles étaient minoritaires par rapport à l'ensemble des émissions de particules fines sur les véhicules essence. Il faut savoir que c'était les plus dangereuses aussi. Donc c'est celle-là qu'on a enlevée, ça représente peut-être pas grand-chose, moins de 5%. Par contre, c'était les plus dangereuses d'un point de vue santé. Donc là, je vais vous présenter des résultats sur d'autres indicateurs ACV. Ce qui est intéressant dans ce bilan environnemental, quand vous faites ça sur un véhicule, c'est de regarder justement l'ensemble de la thématique des indicateurs environnementaux et savoir où vous pouvez faire de l'éco-conception. Vous pouvez faire de l'éco-conception ou de l'amélioration sur le GES, sur certaines étapes dont vous maîtrisez dans votre chaîne de valeur. Mais aussi, vous pouvez aussi derrière, si vous voyez une dégradation du bilan ou des indicateurs qui ont un fort enjeu pour vous ou pour, comment dire, ou forts enjeux environnementaux, et ben vous avez aussi des actions qui peuvent être menées justement en regardant les aspects sur les autres indicateurs. Donc là, sur le véhicule électrique, je vais l'illustrer justement par l'indicateur eutrophilisation utilisé en Allemagne. Vous voyez que sur ce graphe de droite, le véhicule allemand est nettement plus problématique, on va dire, sur l'eutrophilisation de 12 lorsqu'il est utilisé, mais ce n'est pas lié au véhicule en lui-même en fait. La batterie représente, regardez, moins de 10% du bilan. C'est le mix électrique en lui-même qui pose problème pour recharger le véhicule sur cet indicateur-là. Principalement la partie charbon qui est utilisée en Allemagne, avec l'extraction de la lignite, qui du coup crée des problèmes lors de la lessivation ou des pluies sur des problématiques d'eutrophilisation d'eau douce. Toute la démarche justement de l'ACV permet de remonter l'ensemble des étapes et de trouver des solutions. Est-ce que c'est un problème qui est local? Est-ce qu'il y a un problème qui est non local? Et quelles sont les problématiques du véhicule électrique à différents pays, parce que l'Europe s'est engagée dans cette voie. Chaque pays en fait est confronté à des problématiques différentes, donc à la fois sur les GES, mais aussi sur d'autres indicateurs, mais aussi à des problématiques différentes du fait qu'on ne part pas tous du même niveau pour recharger le véhicule et on n'a pas tous le même système, les mêmes moyens de production. On a parlé tout à l'heure de transport de personnes et au sens large plutôt. Là, cette fois-ci, plutôt que de parler sur la véhicule particulier, je vous ai présenté des modèles bus. Donc, vous avez un modèle bus diesel traditionnel sur votre gauche, un modèle au GNV sur le graphe du milieu et un bus électrique du coup sur la partie droite. Donc, on voit qu'en fait, la mobilité électrique, même sur la partie de transport en commun,
permet de vraiment avoir de gros avantages par rapport à des bus plutôt thermiques. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphe finalement, la partie électrique, c'est plutôt la fabrication de l'objet en lui-même qui prend la majorité des impacts, alors que sur la mobilité thermique, donc les deux premiers graphiques, les deux premiers histogrammes, c'est la combustion en fait du carburant. Donc du coup, toute cette partie-là explose, elle est partie, remplacée du coup par la partie véhicule électrique. Donc on voit un net avantage quand même à passer aussi sur les transports en commun à une mobilité électrique. Je vous présente aussi une autre thématique qui est en train de monter, c'est les engins de chantier. Donc c'est pas anodin non plus, il y a beaucoup de secteurs de la construction, enfin, il y a des choses qui se développent sur les engins de chantier. Donc là je voulais illustrer du coup entre une mini pelle qui est thermique, qui est sur votre gauche, donc c'est le gros graphe, qui consomme du coup du fuel, et puis vous avez la partie mini-pelle électrique qui est représentée sur le premier graphe sur le deuxième histogramme, qui du coup vous montre les gains pour le même utilisation, le même taux c'était pour installer une borne électrique en gros, donc c'est vraiment pour la même utilisation sur un même chantier avec les mêmes caractéristiques du stall et compagnie. Donc on voit quand même un gros gain qui approche les 90%. En revanche, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a, par exemple, si on s'intéresse à l'épuisement des ressources, on voit que du coup, sur certains aspects de l'utilisation de cette mini-pelle, notamment sur la partie ressources minérales, on voit une augmentation, c'est-à-dire qu'on a amélioré le bilan GES, mais on a dégradé d'autres indicateurs environnementaux, tels que la consommation de ressources, notamment pour la fabrication de la batterie. Donc là, c'est là où il faut jouer, justement, on a réglé une partie du problème, ou au moins le principal qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est le changement climatique. Maintenant, il faut faire de l'éco-conception et de l'amélioration pour les autres indicateurs, et voir comment régler ça. J'ai fait un focus batterie pour vous montrer un peu la problématique aussi sur le graphe de gauche. Donc du coup, vous avez plusieurs résultats de la partie d'une analyse de cycle de vie qui est donnée sur des publications scientifiques pour évaluer le bilan environnemental de la batterie, donc toujours sur des GES. Vous voyez une forte variabilité. C'est tout simplement lié à la chimie, au lieu de fabrication, la densité énergétique des batteries. Et on voit surtout, par contre, bon là c'est juste un extrait, mais quand on prend l'ensemble des publications, on voit que depuis une dizaine d'années, l'ensemble du bilan baisse de manière générale et drastiquement, tout simplement parce qu'on les produit en grande série, on sait faire, et puis on améliore les process de fabrication et d'assemblage. Le graphe de droite est intéressant, on se pose toujours la question qu'est-ce qui se passe si jamais on ramène des parties en France. Donc là, c'était surtout sur la fabrication des cellules. La fabrication des cellules, c'est quelque chose de très large, c'est-à-dire qu'en dessous, on peut entendre tout et n'importe quoi. Donc là, c'était vraiment sur la partie finalement fabrication des cellules. Donc je vous ai mis un peu l'ordre de grandeur de kilos de CO2 par kilogramme par kilo de batterie produit entre la Corée du Sud, la Chine, la Pologne et la France. On peut dire que les gains sont pas flagrants. Par contre, il faut partir du principe que dans cette étude-là, c'était 80% du gaz qui était utilisé du coup, pour fabriquer ces cellules. 80% de gaz, mis à part le taux de fuite qui change, qu'il soit chinois, russe ou utilisé en France, c'est pas ça qui va changer. Donc ça veut dire qu'il faut aussi jouer sur l'électrification des processus pour justement diminuer le bilan environnemental de la fabrication ou de certaines étapes clés de la fabrication des batteries. C'est ça qui est important aussi, quoi. C'est l'ensemble, c'est pas que le véhicule, la mobilité, elle est à électrifier pour décarboner, mais aussi les procédés de fabrication qui permettent encore d'abaisser le bilan dans des futurs plutôt proches. Ce que je voulais vous présenter aussi avant de conclure, c'est qu'il existe plein d'outils en ligne qui vous permettent de faire des premiers bilans. Donc là, c'est Click Mobile, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà travaillé. Ça vous permet de choisir un modèle, donc vous pouvez rentrer même limite votre plaque d'immatriculation, puis ça va identifier votre véhicule et ça va vous montrer les résultats ACV. Au moins sur la partie GES, sur une décomposition par étape. Vous voyez la partie fabrication, la partie usage. Vous pouvez choisir aussi les normes d'utilisation du véhicule. Tout à l'heure, on parlait des normes WLTP. On a aussi les normes NDEC, les normes américaines qui sont un peu différentes de chez nous. Voilà, vous pouvez choisir de comparer ces usages de véhicules selon des cycles normés pour obtenir des résultats. Alors attention, cet outil que je vous présente, c'est pour des non-experts. Il n'y a que 2 modes de paramétrage. C'est pas parce que vous rentrez votre modèle, je sais pas moi, de Peugeot ou de Renault Zoé que vous allez obtenir la CV de votre propre modèle. Derrière, en fait, quand on détriture le modèle, il n'y a que 3 véhicules en fait. Donc c'est basé sur la masse des véhicules, small, medium et large. Et puis en gros, en fonction de la catégorie de votre véhicule, il fait des règles de linéarisation sur l'ensemble des équipements du véhicule, quoi. Mais c'est une première information qui est plutôt fiable. Ça ne va pas vous donner le résultat exact, mais ça va vous donner un ordre de grandeur et une répartition.
avec des données plutôt récentes, puisqu'elles sont de 2014 à 2019, et c'est fait par un laboratoire qui est plutôt réputé dans la qualité des objets qu'il étudie. Il y a d'autres outils qui du coup sont grand public et aussi pour plutôt experts, notamment celui-là sur le calculateur de PSI, qui permet de faire varier plus d'une centaine de paramètres en fait, pour vous montrer du coup le bilan de votre véhicule. Donc là, il y a plusieurs catégories de véhicules, on peut même faire des flottes. Et puis c'est surtout intéressant, c'est quand on vous dit que souvent vous avez un budget SU2 que vous devez avoir d'ici 2050, donc pas plus de 2 tonnes par Français, on va dire. Et bien là, c'est combien je peux faire de kilomètres avec 1 kilo de CO2, et puis en fonction du type de véhicule que vous avez comparé. Donc on voit que, par exemple, on le voit peut-être pas très bien, mais sur la première ligne en vert, en gros, vous voyez que vous faites beaucoup plus de kilomètres avec un véhicule électrique qu'avec d'autres types de véhicules pour la même quantité de CO2 émise. Ça vous présente aussi les résultats sur d'autres indicateurs environnementaux, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des problématiques sur l'usage de l'eau, sur l'utilisation, la consommation des ressources, ça vous permet aussi de pouvoir situer en fait où vous vous trouvez sur ces aspects-là. Alors, les messages clés. On arrive sur la conclusion, je pense que derrière on pourra avoir quelques questions. En tout cas, il ne faut pas oublier que l'analyse de cycle de vie, en fait, ça prend en compte l'ensemble du cycle de vie. C'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pas parce que une ACV vous parle, enfin une étude vous dit, voilà, on a pris en compte l'ACV, voilà tel résultat, et l'autre vous a pris une ACV tel résultat, que les études sont comparables. C'est pratiquement impossible dans 98-99% des cas. C'est une méthode qui est normalisée, multi-étapes, multi-critères. On ne fait pas n'importe quoi dans l'exploitation des chiffres qui sont derrière. Ça sert surtout aussi l'ACV, c'est un outil de communication environnementale, un peu ce que je viens de présenter là, mais aussi au sens plus large. Et c'est surtout un outil d'éco-conception, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des étapes de fabrication de votre véhicule. On regarde également l'ensemble des impacts environnementaux, on regarde s'il n'y a pas d'effet rebond entre les étapes, mais aussi des transferts de pollution ou des problématiques environnementales entre les indicateurs. Et il n'y a pas vraiment de résultat universel, chaque cas est particulier parce que chaque étude est différente. Au niveau de la mobilité électrique, donc là j'ai synthétisé, pour un usage en France, un véhicule électrique, c'est à minima entre 4 et 5 fois moins qu'un véhicule thermique. Pareil, sur l'aspect sanitaire, on est à environ 3 fois moins qu'un véhicule thermique, en prenant toujours en compte le cycle de vie. Et enfin, sur la problématique des ressources, aujourd'hui, des indicateurs sur les ressources, on entend parler qu'on consomme beaucoup de ressources du fait de fabriquer des batteries ou des systèmes powertrain qui utilisent des terres rares et compagnie. Il faut savoir que d'un point de vue ACV, il n'y a pas vraiment de problématique de ressources. Il y a assez de ressources pour le faire. Les problématiques sont plutôt géopolitiques. Donc là, l'ACV ne le trace pas, mais ce sont d'autres problématiques qui interviennent. Merci pour votre attention. Et puis je suppose qu'il y a peut-être un peu de temps pour quelques questions. Merci Mickaël pour cette intervention. Donc je pense que ça permet de voir qu'effectivement le véhicule électrique est tout à fait d'intérêt, même s'il n'est pas neutre, effectivement. Rien n'est neutre de toute façon. On peut faire un petit temps de questions si on veut. Quelques questions rapides, réponses brèves, Mickaël, éventuellement derrière. J'ai été clair. Ah non. Merci pour ces explications. Souvent, ce que les gens se demandent, c'est l'équivalent, enfin l'analyse du cycle de vie entre un véhicule équivalent en termes de poids, de taille, de capacité de transport, etc., un véhicule thermique et un véhicule électrique. Parce que là, bon, on a effectivement eu quelques exemples pour les bus électriques, thermiques et électriques, mais sur un véhicule utilisé soit en entreprise ou à titre individuel, quelle est la différence en fait sur l'ensemble du cycle de vie de effectivement l'extraction, la fabrication, je ne sais pas si j'ai loupé un slide, mais en fait, de manière générale et synthétique, est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette comparaison entre un véhicule 100% thermique et le véhicule 100% électrique? Alors là, la répartition, je ne vous l'ai pas mis sur le véhicule thermique, mais elle serait totalement différente. Elle serait proche en fait, de la partie bus. C'est-à-dire qu'en gros, le gros des émissions d'un véhicule thermique, elle est surtout sur la partie combustion en fait, du carburant. Certes, on dépense... Il y a un impact GES qui est moins sur la fabrication d'un véhicule thermique que sur un véhicule électrique, pas une batterie à construire. Par contre, en revanche, les gains sont à l'usage du véhicule parce que du coup, il n'y a plus de combustion d'énergie fossile qui sont énormément émetteurs de gaz à effet de serre. Du coup, la recharge du véhicule, et là, du coup, je vous l'ai montré, peu importe le pays, il y a des gains. Donc, c'est sur la globalité en fait, qu'on a d'énormes gains par rapport à quelque chose de thermique. Mais la répartition est forcément différente et oui, la fabrication d'un véhicule électrique est un peu plus émetteur qu'un véhicule thermique.
Une autre question, Philippe? C'est pas une question piège, Michael, c'est plutôt des questions qui reviennent souvent dans les réseaux sociaux, dans les critiques qu'on peut découvrir sur les véhicules électriques. Donc il y a deux sujets qui m'intéressent. Le premier, c'est l'analyse. J'ai vu que c'était souvent basé sur 150 000 km, qui est plutôt le standard pour les véhicules thermiques. Or, on sait tous, maintenant on a des preuves, que les véhicules électriques ont des durées de vie beaucoup plus longues, puisque les moteurs électriques sont quasi increvables et qu'il y a moins d'huile, moins de mécanique, donc ça dure plus longtemps. Donc première question, est-ce que les analyses de cycle de vie finalement vont un jour intégrer la réalité de ce qu'est un moteur électrique par rapport à un moteur thermique? Et deuxième question, tu n'as pas beaucoup parlé, mais c'est normal, c'est pas le sujet, ça pourrait peut-être être le sujet d'un nouveau point de recyclage. C'est aussi une critique qui est souvent faite sur les véhicules électriques. Les batteries ne seraient pas recyclables. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, pour la première question, qui était... Le fait qu'un le 150 km. oui, aujourd'hui, c'est des standards qui sont plutôt bas. Il y a deux projets qui sont en cours. Donc, un projet européen qui s'appelle Translesley, qui va établir les règles pour pouvoir comparer des véhicules thermiques et électriques sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, les paramètres, les hypothèses à prendre en compte pour justement pouvoir comparer ça en ACV. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et qui va démarrer, il va démarrer plutôt en septembre et qui va durer 3 ans. Avec l'ensemble il y a vraiment, au niveau partenaire, je crois qu'il y a 40 entreprises de niveau de l'Europe, donc ça va être quelque chose qui va être plutôt calé et qui va établir de bonnes bases. Les constructeurs automobiles font déjà leurs ACV sur des durées de vie plus longues, 225, 230 000 km. Ils allongent aussi la durée de vie. Par exemple, là, souvent, c'était 10 ans. À raison de 15 000 km par an, on commence à aller sur du 15-18 ans parce qu'on sait que le véhicule, finalement, a d'autres usages après dans les secondes vies par ailleurs, ce qui permet aussi d'amortir ce bilan. Donc ça, c'est en cours. Il y a aussi l'association des constructeurs qui a établi une règle on va dire un guide pour justement faire des ACV en prenant des hypothèses qui du coup là sont plus réalistes et représentent la réalité, qui vont dans le sens justement dont tu parlais, où les véhicules électriques vivent plus longtemps. Et pour la deuxième question, donc la problématique du recyclage, aujourd'hui il y a des choses qui sont en place, il y a des recycleurs qui sont en place, il y en a en France mais il y en a également dans d'autres pays européens, notamment en Belgique. Les technologies sont différentes entre les recycleurs. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme l'équilibre offre-demande. C'est-à-dire qu'il faut que les recycleurs, ils installent des unités, mais ils ne vont pas installer des unités s'il n'y a pas de batterie qui arrive, quoi. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. C'est en train de monter en puissance de la même manière que la mobilité électrique monte en puissance, donc ça va se faire son petit bonhomme de chemin. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la réglementation qui vient jouer là-dedans. Il y a récemment eu une révision de la directive batterie et accumulateurs qui intègre justement des batteries de véhicules électriques, où du coup il y a des impositions de taux de récupération et du taux de recyclage des batteries dans la mobilité, mais également aussi des incorporations de matières recyclées dans les batteries à court terme. Donc je crois que les premiers taux c'est 2027 et puis ça évolue jusqu'à 2030. Donc pour justement obliger les fabricants de batteries à incorporer notamment les matières telles que le lithium, le cobalt ou le nickel recyclés dans les batteries. Donc ça, je pense que c'est un gros challenge parce que d'un point de vue qualité, c'est pas évident. Mais en tout cas, la réglementation joue aussi ce vecteur pour favoriser le recyclage des batteries. Peut-être un point, Mickaël, pour compléter quand même, parce qu'on parle de recyclage des batteries, mais il faut quand même bien prendre en compte que la batterie d'un véhicule électrique, elle aura 2 vies finalement. Elle aura une vie dans la voiture, 15-18 ans, mais elle aura une seconde vie parce qu'au bout d'une quinzaine d'années, elle aura effectivement perdu un petit peu en capacité énergétique, mais elle fonctionnera toujours. Et cette deuxième vie, à peu près d'une durée équivalente, la batterie servira en tant que stockage énergétique. Parce que là, on peut associer plusieurs batteries, même un peu moins performantes, elles peuvent effectivement faire du stockage. Et quand on a effectivement la production d'électricité renouvelable, ce stockage est effectivement très important. Donc une batterie a au moins 2 vies. Et donc avant qu'on arrive à les recycler, effectivement, c'est toute la problématique, c'est qu'il n'y a pas de batteries recyclées pour le moment, parce qu'elles sont une bonne durée de vie et on s'en sert encore plus tard. Oui, et puis la technologie, elle évolue rapidement. Donc monter des chaînes d'assemblage pour une technologie qui sera vite obsolète, entre guillemets, c'est pas évident non plus. Donc aujourd'hui, on les utilise plutôt c'est plutôt des tests de laboratoire sur du stockage stationnaire.